Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Marie-Andrea m'a demandé de faire un résumé circonstancié de 15 minutes sur une conférence que je donne normalement en 1h30 minimum, parce que je pourrais rester, je dois vous l'avouer, une journée entière sur Mark Rothko. Donc je vais vous parler de Mark Rothko. Alors, c'est un signe privilège d'admirer ses œuvres quand j'étais étudiant aux États-Unis. Les endroits où vous trouverez des œuvres de Mark Rothko, évidemment, depuis, vous savez que la fondation Louis Vuitton a inauguré avant-hier sa conférence sur Mark Rothko. Exceptionnelle exposition, puisqu'ils ont réussi à obtenir 115 œuvres de Mark Rothko, essentiellement de la Tate Modern, qui a beaucoup acheté. Non, c'est-à-dire que Mark Rothko a fait don de 9 tableaux. De la National Gallery à Washington, de la fondation Duncan Phillips, qui est aussi de Washington. Vous m'entendez tous? Oui, parfaitement bien. Et bien évidemment au MoMA, on va parler, je fais juste un petit tour des œuvres de... Et il y a d'ailleurs des œuvres qui sont dans un musée au Japon, assez extraordinaire. Donc je vous ai dit le MoMA, le Art Institute de Chicago, le MoMA bien sûr à New York. Donc je vais être très rapide et je vais vous présenter donc cet artiste peintre. Il s'appelle Marcus Rothkowitz. Il faut savoir que c'est un artiste qui ne l'était pas encore, mais qui est né en 1903 dans une ville qui s'appelle Vitebsk. Et Vitebsk, actuellement, cela correspond à cette région de l'Empire russe à l'époque, qui serait aujourd'hui en Lettonie. Vous connaissez tous Ellis Island, vous avez tous les immigrés qui arrivent, c'est la porte de tous les immigrés qui arrivent en Amérique à cette époque-là. Et ensuite, Rothko, donc qui a 10 ans, on est en 1913, il va traverser l'Amérique entière puisqu'il doit rejoindre Portland, Oregon, qui est au bord du Pacifique. Donc, toute la famille est rassemblée à Portland, Oregon en 1913. Malheureusement, deuxième déchirement pour Rothko, qui était déraciné de sa région natale. Son père va mourir 6 mois après. Donc, vous voyez, c'est quand même un enfant qui est assez traumatisé. Chose assez incroyable, c'est que Rothko est le seul de sa famille à avoir été éduqué dans la yeshiva ou une école de Talmud de Torah. C'est le seul de la famille. Et quand le père va mourir, normalement, vous savez, c'est l'aîné de la famille, dans la tradition juive, qui récite le Kaddish, qui est la prière des morts. Or, la prière des morts, le Kaddish, on demandera au jeune Rothko, qui est le plus jeune de la famille, après le décès de son père, de réciter le Kaddish. Je veux simplement vous contextualiser la période de l'expressionnisme abstrait. Il faut savoir une chose au préalable, c'est que le statut de l'artiste jusqu'au début du XXe siècle, disons jusqu'en 1930, n'est pas défini en Amérique. Alors, plus précisément, on parlera ensuite de New York. Il faut savoir que tous les Européens qui ont quitté la vieille Europe, s'ils ont quitté la vieille Europe, c'est qu'ils ont voulu quitter l'opulence des monarchies et l'opulence également des religieux. Et donc le statut de l'artiste, il se limite aux États-Unis jusqu'au début du XXe siècle, jusqu'en 1920, à des portraitistes, des paysagistes. Vous connaissez l'école de Hudson River, de la fin du 19e au début du 20e, où on va peindre la campagne. Donc le rôle de l'artiste n'est pas défini, et il n'y a pas d'art américain que le régionalisme, où c'est toutes ces épopées qui sont peintes du colonialisme des Américains sur des terres qui étaient indiennes. L'expressionnisme abstrait apparaît, alors c'est très difficile en 15 minutes, je ne vais jamais y arriver. L'expressionnisme abstrait démarre à peu près dans les années 1930 jusqu'en 1960. Pour vous donner une idée, donc il y a l'art américain qui est le régionalisme jusqu'en 1930, et à partir de 1960, vous avez le pop art qui va se déverser sur tout le continent américain, qui vient d'ailleurs d'Angleterre, et on peut considérer que l'expressionnisme abstrait
Donc c'est intéressant, c'est l'abstraction. Vous savez que il n'y a pas de représentation de l'humain chez les musulmans comme chez les juifs. Et on peut considérer qu'il y a en filigrane une certaine judéité de Mark Rothko, et il démarre comme figuratif, après on va voir les différentes phases figuratives, ensuite mythologique, surréaliste, et à partir de 1949, même bien avant 1948, il va faire disparaître le sujet. Donc il s'agit de peinture abstraite. Nous détenons en France que 2 œuvres de Rothko, qui sont au Centre Pompidou, et vous avez les 2 œuvres ici, Bronze of the Dark et le deuxième. Le premier est une acquisition de l'État français, et le deuxième c'est un don de la famille Moueix, qui est une grande famille de collectionneurs qui a donné. Ça paraît assez incroyable. Alors, je pourrais évidemment vous donner une explication. Pourquoi il y a eu un tel rejet de la France vis-à-vis de l'avant-garde américaine. Mais je n'ai pas le temps de le définir. Alors on va passer à la... Pardon, dites-moi. Une phrase. Alors, vous voulez que je vous dise pourquoi? Pourquoi? C'est une chose très simple, c'est que l'avant-garde américaine... Il y a un art français qui est important. D'ailleurs, si vous savez qu'en 1913, il y a cette fameuse exposition qui s'appelle le Armory Show à New York. Les 2 tiers des artistes qui sont présentés sont des artistes de la peinture européenne, moderne européenne. À cette époque-là, en 1913, il n'y a pas d'art aux États-Unis, sinon l'art régionaliste. Rothko va venir faire réaliser 3 voyages en Europe. Il n'a pas d'attirance assez... il n'a pas la fibre pour les Français. En revanche, il va rencontrer quand même Pierre Soulages. Et là, il va découvrir ce qu'est l'outre noir qu'utilise Pierre Soulages. Il va aller évidemment à la chapelle, on va voir ça tout à l'heure. Matisse avance. Social. Il savait que par la peinture, il pourrait dire quelque chose du monde. Il a quel âge? Il est né en 1923, donc il a 21 ans. Très amusant, vous voyez, il va s'inscrire à un cours d'art dramatique à Portland. Et la prof que vous voyez ici, Joséphine Dillon, c'est celle qui deviendra l'épouse de Clark Gable. Et c'est un... Il avait profondément le désir de devenir comédien sur scène. Il dira même que Clark Gable a servi de doublure dans certaines représentations en théâtre. Alors, on connaît après le destin de Clark Gable. On va continuer. Son premier mentor sera Max Weber, qui est aussi un juif russe immigré et qui est passionné de Matisse. C'est quelqu'un qui a été dans des ateliers à Paris. Et vous voyez ici, très compliqué, ici vous avez l'œuvre de Max Weber, et ici son mentor Max Weber, et ici vous avez ce qui peut ressembler aux baigneuses de Matisse. Donc là vous voyez c'est 1928 Max Weber son mentor, il aura 2 mentors, Max Weber et deuxièmement Milton Avery, qui fait des aplats de couleurs, on va voir ce que fait Milton Avery. Voilà, ça c'est son 2e mentor, vous voyez il va peindre d'ailleurs ici un profil de son élève, Mark Rothko à la pipe. Et voilà le type d'œuvre que réalise Milton Avery. Il a commencé comme artiste figuratif, et vous avez ici, sur la gauche, le portrait d'un jeune garçon. Alors vous comprenez bien que ce n'est pas quelqu'un qui avait le génie de Picasso, Picasso a 8-10 ans, dessiné comme un maître. Et là, donc vous avez le portrait d'un jeune homme de 1932. Et puis il a dessiné beaucoup de scènes urbaines à New York, le métro, dans la rue, etc. Et là, vous avez une scène de l'entrée du métro en 1938. Donc, on va juste regarder très rapidement les différentes phases de l'art de Mark Rothko. Première exposition en solo qu'il obtient à Portland, Oregon, je vous ai dit. C'est la ville où il va s'installer en 1913. Et ce qui est intéressant, donc ça c'est une aquarelle, c'est la première fois qu'on lui offre la possibilité d'exposer ses œuvres en solo. Rothko va être enseignant au Jewish Center de Brooklyn.
Rothko sera toujours quasiment la misère jusqu'en 1950. Après, ces toiles vont valoir beaucoup. Et c'est important pour lui, c'était évidemment une façon de s'alimenter au quotidien, d'être enseignant au Jewish Center de Brooklyn. Et quand il exposait ses œuvres, il y ajoutait les œuvres de ses élèves. Mais le fait qu'il soit toujours resté comme enseignant, il est resté 18 ans enseignant. Donc là, vous avez ici un autoportrait sur la gauche, voilà. Et vous avez encore ici une scène, voilà, une scène de métro. Et on voit déjà se dessiner des verticales avec ces personnages qu'il peint de façon expressionniste, mais qui se diluent presque sur ces verticales. Ça, c'est la première exposition où il y a, qui s'appelle The Ten. En fait, ils ne sont pas 10, ils sont 9. Tout le monde les a manqués en disant, bah voilà, ils cherchent un dernier pour faire The Ten. Où on voit déjà quelques artistes qui ont mené ce mouvement expressionniste abstrait, qui démarre évidemment avec Jackson Pollock, qui est beaucoup plus connu que Mark Rothko à l'époque. Donc vous avez Adolf Gottlieb, que vous connaissez, Marcus Roscovich. Il va changer ensuite son nom en 1939, qu'il va transformer en Mark Rothko, pour des raisons. En 1938, on apprend déjà l'annexion en Europe de l'Autriche par l'Allemagne, et donc il est traumatisé par cet événement, donc il va changer son nom en Rothko. Ici vous avez la phase mythologique de 40 à 43, vous voyez, donc il reprend des scènes de la mythologie grecque. Il s'intéresse beaucoup à la mythologie grecque, et il s'intéresse beaucoup, vous allez voir, c'est en filigrane dans toute son œuvre. Nietzsche, notamment la tragédie de la naissance, et on oublie toujours de préciser, par l'esprit de la musique. Donc il s'intéresse aux tensions qui existent entre l'apollinien et le dionysiaque, entre le chaos et l'ordre, la démesure et la mesure, et toutes ces tensions, il les imprime sur ces toiles. Ces toiles sont des tragédies de l'humain. Et là où le regard est très révolutionnaire du spectateur sur une œuvre, Rothko invite le spectateur à rentrer dans sa toile. Donc il utilise, vous allez voir, des couleurs saturées. Et c'est une expérience spirituelle. Alors je ne vais certainement pas ce soir avec ces représentations, de cette façon-là, vous faire en sorte que vous expérimentiez cette quête spirituelle en regardant une œuvre. En revanche, si vous allez à la Fondation Vuitton, ensuite on va passer à une phase surréaliste, 44-46. Vous savez qu'André Breton viendra au Armory Show, Paul Klee, Mondrian, Kandinsky, Joan Miro. Et là, vous avez la phase surréaliste jusqu'en 46. Et ensuite, le sujet va disparaître. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle sa phase multiforme. Sa phase multiforme, avant de parvenir, ça encore la phase multiforme, avant d'arriver à sa signature, son lexique. Hop, on va... Voilà. Et vous connaissez évidemment tous ces tableaux où il éradique totalement le surréalisme et la mythologie pour créer ces espaces flottants, ces rectangles. On va parler donc de 49 jusqu'à son suicide le 25 février 1970. Là, c'est intéressant, c'est ce Harold Rosenberg qui est un critique historien d'art qui parle Is there a Jewish art? Est-ce qu'il y a un art juif? Et de façon à mettre un terme définitif à cet art qui n'existe pas, l'art régionalisme aux États-Unis jusqu'en 1930, il dit que Barnett Newman a fermé la fenêtre, Mark Rothko a baissé le rideau et Adolf Gottlieb a éteint la lumière. Et c'est très important ce que je vous dis, quand on éteint la lumière, il faut savoir que lorsque vous observez en présentiel une œuvre de Mark Rothko, alors il a des exigences, hein. Partout où il exposera, il exigera, ce que je vais vous dire, la première chose, que ce soit dans des endroits d'abord où il n'y a que des Rothko et surtout que le spectateur ne soit pas perturbé par des œuvres d'un autre artiste. Deuxièmement, pas une obscurité, mais une lumière tamisée. Troisièmement, non pas des murs blancs, mais des murs blancs cassés. Quatrièmement, le bas du tableau doit être à 15 cm du sol, je vais vous dire pourquoi. Le spectateur doit être à 45 cm, de façon à ce que le spectateur
pénètre dans la toile. Et Rothko disait, j'ai mis toute ma souffrance, ce sont des tragédies, mes tableaux, et je voudrais que le spectateur souffre comme je l'ai fait quand j'ai réalisé cette toile. Donc c'est un nouveau regard sur l'art, parce qu'on est habitué dans notre tradition à voir des paysages, des portraits, des scènes du quotidien. Là, il s'agit d'une expérience spirituelle, extatique, où le spectateur est invité. Et c'est peut-être le fait que tout le monde, parce que c'est un artiste qui est méconnu et incompris, qui le fragilisait, c'est qu'il ne soit pas parvenu à vraiment expliquer ce qu'était son rôle, ce qu'était son œuvre et l'invitation qu'il donnait à chacun de ses spectateurs. On va continuer très très vite, c'est très gentil. Ça c'est important. En 1949, le MoMA, vous savez que le MoMA a été... Oh pardon, vous voyez rien du tout. Le MoMA, le musée d'art moderne, qui est essentiellement des tableaux d'art moderne européens, vous savez en quelle année il a été créé? En 1929, l'année du krach financier. Et le musée sera quand même ouvert par un dénommé Alfred Barr, qui est un intellectuel sémillant formé à l'art à Harvard, qui a été désigné par, vous savez, ce sont 3 femmes qui ont créé le MoMA aux États-Unis. Madame Rockefeller, Madame Sullivan, et puis une troisième, Abby, je ne me souviens plus de son nom. Donc c'est à l'initiative de 3 femmes. C'est important de le noter dans le monde de l'art. Et lorsque le MoMA acquiert ce tableau que vous avez ici, qui est toujours au MoMA d'ailleurs, qui s'appelle l'Atelier Rouge de Matisse, c'est une révélation pour le rouge chez Mark Rothko. Quand il voit ce tableau, alors si vous le regardez, donc il y a évidemment la couleur rouge, mais vous voyez que chacune des œuvres, qu'elles soient des sculptures ou des peintures, sont inachevées. Et là c'est important, si on pouvait juste... On ne pourra pas. On ne peut pas là. Bon, on ne peut pas. Non, parce que je voulais vous montrer. En fait, tout est inachevé. Il y a l'artiste, le spectateur, qui est saisi par cette couleur et qui est invité à pénétrer dans cette œuvre. Ce tableau de Matisse l'Atelier Rouge en 1949, il va aller pratiquement tous les jours au MoMA observer ce tableau. Comme il ira au Metropolitan pour aller voir des Vermeer, des Velázquez et des Rembrandt. On continue. Ici, en hommage à Matisse, regardez quand même les couleurs qu'il utilise. Ici, vous avez un tableau de Matisse qui s'appelle La jeune fille aux tulipes. Et regardez, il reprend exactement les mêmes couleurs. En hommage à Matisse, quand il meurt en 1954, il va réaliser ce tableau. On va aller très très vite. Regardez, même chose ici, vous avez de Mark Rothko, Green on Blue. Vous savez que les titres des œuvres, c'est pas de Rothko. Rothko, dans le figuratif, le mythologique ou le surréaliste, il donne un titre. À partir, dès qu'il a cette signature, son lexique, qu'il perpétuera jusqu'à sa mort en 1970, quand il se suicide, il ne met que des numéros. Numéro 1, numéro 2, ça ce sont les historiens qui ont ajouté des couleurs. Regardez, ça c'est la danse d'Henri Matisse, on va continuer. Et là, vous avez, alors ça je vais pas, on va passer très très vite, simplement pour vous dire, vous montrer quelques-unes de ces œuvres, mais ce qui est plus intéressant, on va aller très très vite, c'est de vous donner un aperçu de son parcours artistique avec les galeristes, les marchands d'art, les collectionneurs, etc. Regardez, là on va faire passer ça très vite. Voilà, numéro 4, là on est en 64, on continue, 69-70, vous voyez, on a souvent dit que s'il avait peint des tableaux vers la fin de sa vie qui étaient, on va revenir juste à celle présente, on a toujours dit oui parce qu'il est dépressif, c'est absolument faux, il n'y a aucune corrélation entre le fait qu'il ait utilisé, et je vais vous dire pourquoi, des couleurs sombres pour ses œuvres, avec sa dépression. Alors, je vous dis quand même, la personnalité, c'est un irascible, c'est un misanthrope, c'est un alcoolique, c'est un tabagique, et en 1969, 2 ans avant son suicide, c'est quelqu'un qui prend, d'abord il va se retirer de sa famille, il quitte sa femme et ses enfants à Manhattan, il va s'installer dans un atelier, mais après cela, le dernier tableau, comme je vous ai dit, c'est le tableau quasiment monochrome rouge. On y va, black and grey. Voilà, ça c'est les 2 derniers tableaux que l'on trouve en 1970. Pourquoi? Parce que Rothko,
le mouvement expressionniste abstrait qu'on appelait le color field movement, c'est les champs de couleurs. Bon, c'est un historien américain qui a défini ces champs de couleurs. Il détestait que l'on dise, d'abord il détestait que l'on l'étiquette comme membre du mouvement expressionniste abstrait. Deuxièmement, il dira à tue-tête que ces tableaux ne sont pas de la décoration, et raison pour laquelle il est venu aux tonalités sombres, tout simplement pour dire mon travail n'est pas de la décoration. On va filer vite, ça c'est deux tableaux. Voilà, ça c'est plus intéressant. Maintenant, on y va. Voilà. Markowitz, né en 1903 à Vince, on va pouvoir aller très vite parce qu'on en a parlé. C'est quelqu'un qui a toujours été vindicatif. En 1921, c'est quand même incroyable. Il parvient à obtenir une scholarship, une bourse à l'université de Yale. Vous vous rendez compte, c'est extraordinaire. Avec deux de ses camarades, vous voyez, ils sont tous les trois, et que lui n'est ni bien né, ni du milieu privilégié américain. Et au bout d'un an et demi, il va quitter l'université de Yale. Il y a une note quand même du doyen de l'université de Yale, envoyé au président de l'université de Yale, qui dit il faut arrêter l'élément juif. Il gagne toutes les bourses, mais ça c'est écrit dans toutes les archives, vous voyez. Il gagne toutes les bourses, ils sont premiers partout, notamment en mathématiques. Il faut contrôler et bloquer l'élément juif dans l'université de Yale. Il monte un journal qui s'appelle The Yale Saturday Evening Post. En général, la presse est post. Let us think, let us doubt, that's enough. Pensons, ayons des doutes, ça suffit. Son premier mariage, c'est en 1932 avec Edith Sachar. C'est assez intéressant quand même ce mariage. Elle devient une créatrice de bijoux de renommée nationale. Et lui en prend ombrage parce qu'il sera toujours considéré comme un radical. Je veux dire que le capitalisme américain, c'est quelque chose qu'il rejette d'emblée. Et elle fait florès avec la vente de ses bijoux et ils vont se quitter dans les années 1939. C'est sa première femme. Voilà. Là, je vous ai parlé de l'école où il va enseigner de 1929 à 1952. Et c'est important pour lui de voir de quelle façon les enfants appréhendent l'art. On continue. Vous savez que dans le New Deal de Roosevelt, pour contrer la guerre froide qui existe entre la Russie et les États-Unis, on va lancer au sein du New Deal ça s'appelle Works Progress Administration. On va demander à tous les artistes financés par le gouvernement de réaliser des œuvres sculpturales. Alors donc vous voyez ici, ça c'est Rothko qui a fait celle-ci. Donc on va demander à William de Kooning, vous avez peut-être entendu parler, de dessiner des chaussures. On va demander à Orson Welles d'aller jouer du Shakespeare dans les quartiers nord de Manhattan. C'est-à-dire qu'on demande à tous les artistes de réaliser des œuvres pour glorifier à nouveau l'esprit pionnier américain dans une période où il y a beaucoup de tensions. Ça c'est important, en 1940, il va poser ses pinceaux pour prendre la plume et il va écrire un livre qui s'appelle The Artist Reality, où la réalité de l'artiste est écrit en 1940. Il va redéfinir quels ont été enfin pas définir, il va faire un constat de ce qu'ont été l'âge d'or de l'art dans le pays civilisé. Il va s'intéresser, comme je vous dis, notamment à Nietzsche, Freud et Jung pour ce qui est de l'inconscient collectif. Et pendant un an, c'est un livre dans lequel il va consigner toutes ses idées sur les âges d'or et pourquoi il fait ce constat en disant pourquoi il n'y a pas d'âge d'or à l'époque où il écrit ça en 1940 aux États-Unis. Il va faire une lettre ouverte dans le New York Times à l'adresse du directeur du Metropolitan. Ça participe de sa véhémence contre l'institutionnel américain. Ça, c'est important. Peggy Guggenheim, ça va être sa première. Vous savez, je ne vais pas vous dire qui est Peggy Guggenheim, une philanthrope, une collectionneuse d'art
et collectionneuse d'amants aussi. Hein. Elle est mariée à Max Ernst, mais beaucoup d'artistes ont rebondi sur son lit avec elle. Marcel Duchamp, beaucoup d'autres. En revanche, c'est elle qui va donner la chance d'abord à Jackson Pollock, qui est beaucoup plus connu. Vous savez, celui qu'on appelle, qui faisait du action dripping. On l'appelait Jack the Dripper, parce que tels les Indiens, sur une grande toile, il maculait sa toile avec de la peinture industrielle. Hein. Donc j'en termine avec Guggenheim. Quand en Guggenheim, elle a d'abord une galerie à Londres, elle en a une à New York, et quand elle part en 1947 s'installer à Venise, vous connaissez le palazzo de Peggy Guggenheim, elle va confier ses chevaliers de l'Apocalypse, il y en a 4, on va passer à la suivante. Voilà, donc ces chevaliers de l'Apocalypse, il y a donc Adolphe Gottlieb, Barnett Newman, Rothko et Clifford Steele. Donc ça c'est la galerie Parsons. On va filer. Troisième, ça c'est donc, vous voyez, une expo à la Betty Parsons dans les fin des années 40. On continue très très vite. Là encore une fois, dans le New York Times, ils vont faire une lettre ouverte pour revendiquer leur art d'avant-garde. Parce qu'aux États-Unis, on ne parle soit de l'époque des modernes européens ou du régionalisme. Et eux veulent absolument dire, nous considérons que dans toute la production artistique dans le monde, ce sont les avant-gardes et les révolutions dans l'art qui ont pu permettre d'installer l'art. Donc là, vous voyez, c'est drôle, il y a une seule femme qui fait partie de ces irascibles. On continue, très vite. Dorothy Miller, qui est conservatrice au MoMA, c'est la première femme qui devient conservatrice au MoMA, qui va faire une expo dans laquelle elle inclut les œuvres de Mark Rothko, ça s'appelle 16 Americans. Et là, enfin, la deuxième épouse de Mark Rothko, elle s'appelle Mary Alice Beistel. Elle est illustratrice pour dessins pour enfants. Et c'est la femme avec laquelle il va vivre jusqu'à son suicide. On file très vite. Une autre, Catherine Cook, a eu beaucoup d'importance. C'est la première qui a fait une exposition très importante au Museum Art Institute de Chicago. Phillips Collection, c'est un philanthrope collectionneur d'art qui donne pour la première fois une chance à Rothko d'avoir son exposition à lui tout seul dans une pièce qui est dédiée. C'est le premier collectionneur à avoir répondu. Pourquoi je vous parle de... Il y a dans les années 58 une commande pour une fresque qui fait 300 mètres carrés qu'on demande à Rothko de peindre. Vous connaissez le Seagram Building de Manhattan. Et Bronfman, qui est le président de cette compagnie de whisky, va construire un immeuble. Et au rez-de-chaussée duquel il y a ce fameux restaurant qui s'appelle The Four Seasons, qui est le restaurant le plus cher au monde et qui est fréquenté uniquement par des milliardaires. Lui, il est un peu, tout d'un coup, saisi par la cupidité. On lui offre 35 000 $. À l'époque, c'est beaucoup. À l'époque, un salaire moyen, c'est 4 000 $ par an. Il accepte la commande pour peindre ses grands formats dans les dimensions du restaurant. Il va prendre un atelier avec un hauteur de plafond de 15 mètres pour essayer de reconstituer exactement. Donc il va changer 7 ou 8 fois d'atelier dans tout Manhattan pendant ses 30 années à New York. Donc vous voyez, il prenait, je veux dire, c'est à Bovary, c'est au sud de Manhattan, des anciens entrepôts, où alors là, vous avez Brian Robertson, qui est un galeriste anglais. Il est très très aimé, très apprécié des galeristes anglais dans ces années-là. Ça, c'est son dernier grand galeriste qui va vraiment lui donner une réputation internationale. Sidney Janis, c'est un juif aussi immigré aux États-Unis, d'Autriche, qui est un gros industriel, il fabrique des chemises, mais c'est un type d'une très grande culture, puisqu'il écrira une biographie de Michel-Ange. C'est un grand collectionneur et il va accueillir Rothko dans sa galerie. Et, très important, en 1961, Peter Seltz, qui est mort à 101 ans, va lui exposer ses œuvres en 1961. C'est le premier artiste vivant qui bénéficie d'une exposition de ses œuvres
d'une trentaine de tableaux au MoMA, Museum of Modern Art. On continue. Ça, c'est Peter Sells, le curateur du MoMA. Et son dernier marchand, c'est une grande escroquerie, c'est terrible, c'est la Marlborough Gallery, qui est connue dans le monde entier pour ses escroqueries. Frank Lloyd est très très riche, le propriétaire de la Marlborough Gallery, donc il sait débaucher tous les artistes en les payant 10 fois plus que dans des galeries normales. Mais ça va être une grosse escroquerie. Il faut savoir qu'au moment où il décède, il y a 798 œuvres de Mark Rothko qui sont dans des storage, dans Manhattan, dans des entrepôts. 798. Vous imaginez qu'un tableau en 1960 vaut 10 000, et ce qui vaut 10 000 en 1960, en 72, ça vaut 100 000, et après sa mort, ça va entre 20 et 110 millions. 110 millions une œuvre. Et c'est une grosse escroquerie. Un dénommé Royce va faire signer à Rothko qui n'a aucune notion de la gestion de ses œuvres. D'ailleurs, quand il se suicide, il devait avoir un rendez-vous le lendemain avec quelqu'un de la Marlborough Gallery qui lui faisait signer vite des contrats pour prendre des œuvres à des prix ridicules. Imaginez 800 œuvres, la plupart étaient pour 50 000 dollars pièces, et quand on sait que ça vaut entre 20 et 100 millions. On continue. Ça, c'est une commande qu'il a eue du musée de Harvard en 62. Et la belle rencontre, tout de même, ça c'est important, en 1964, il a approché. J'ai oublié de vous dire que lorsqu'il rentre de son voyage en 61 à New York, il va passer son premier dîner dans ce fameux restaurant où il devait exposer ses œuvres. Et là, il aura une réaction très violente en disant « Those bloody bastards, je ne veux pas que tous ces riches bouffent avec mes œuvres autour d'eux, au Four Seasons de la tour Brofman. » Et il va retirer ses œuvres, il ne va pas livrer ses œuvres, il va redonner les 35 000 dollars que Brofman lui avait donné pour décorer. Et là, il a approché, c'est une rencontre assez magique. En 64, Jean et Dominique de Ménil sont au courant qu'il a retiré ses œuvres de la tour Brofman de Seagram Building, et elle va lui proposer de construire une chapelle sur le campus de l'université catholique de Houston où il pourra mettre son œuvre. Il voulait que l'architecture soit octogonale parce qu'il avait été, quand il est allé sur l'île de Torcello à Venise, il s'était intéressé à cette configuration octogonale, ce qui permettait à un spectateur d'être entouré par ses œuvres. Donc de cette façon-là, il va sanctuariser. Il ne verra jamais cette église construite, puisqu'il va mourir en 1970, et en 71, ce sera jour pour jour, le 25 février 71, il y aura l'inauguration de sa chapelle, mais bon. On continue, juste 2 secondes, que je vous montre quand même l'intérieur de la chapelle. Donc vous voyez, c'est quasiment des monochromes qui tirent entre le bordeaux, le noir et le pourpre. Il y a 3 triptyques, 3 x 3, 9, plus 5 tableaux, 14. Lui qui était art religieux, finalement, a fait cette concession pour qu'il y ait les 14 stations de la Passion du Christ. On regarde juste. Voilà. Alors c'est même pas, je vois que des historiens disent œcuménique, non. Le Dalai Lama est venu pour cette inauguration. Nelson Mandela, des présidents américains. Et devant la chapelle, vous avez ici le Broken Obelisk de Barnett Newman, qui était un des aussi membres fondateurs de l'expressionnisme abstrait. Et on continue. Voilà, mais il n'y a plus rien, c'est blanc. C'est magnifique. C'était en décondition, mais ça vous permet de...